Et voilà, ça fait bientôt 1 an qu'on est en route à vélo. Et on avait envie de célébrer un petit peu le moment en organisant une session de questions et réponses afin de justement répondre à certaines interrogations que certaines et certains peuvent se poser. Et aussi pour nous de mettre des mots concrets sur les réflexions qu'on se fait quotidiennement et d'avoir une sorte de souvenir par rapport à tout ce que l'on vit durant ces moments-là. Qui a eu l'idée pour ce voyage? Bonne question. Je crois qu'il n'y a pas qu'un seul coupable dans l'affaire. C'est vraiment une combinaison des deux. Je dirais par où commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'avais envie de faire une fois un voyage un peu plus long parce que j'avais jamais fait ça dans ma vie. Toujours fait les études, travaillé et tout un après l'autre. Donc cette envie de partir un peu plus longtemps venait de moi à la base. Mais complètement, parce que moi j'en avais déjà fait, alors jamais aussi long, mais je venais de rentrer aussi de mon expérience à Londres. Je me voyais vraiment pas du tout repartir au début. Et après, l'idée de partir à vélo, c'était aussi plutôt de ma part. Je voulais bien faire quelque chose où on avance, donc soit en randonnée à long terme où tu continues tous les jours, ou à vélo. Et là, c'était très rapidement clair que ça à vélo. L'idée m'a très vite séduit parce que j'avais déjà fait plutôt des sorties en voiture, en road trip comme on dit, ou en sac à dos. Mais l'itinérance à vélo, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et l'idée du continent sud-américain, c'était qu'en fait, une des idées initiales, mais qui a vite été abandonnée, c'était d'arriver jusqu'en Antarctique. Et pourquoi pas le faire, mais le plus possible à la force de nos mollets. C'est-à-dire qu'on avait même prévu d'abord et de manière écologique donc on avait même prévu de traverser l'océan Atlantique en voilier et continuer à vélo, enfin toute une logique un petit peu plus saine et responsable qu'on a dû malheureusement un peu modifier à cause de la pandémie qui nous a frappés, mais je crois que c'est vraiment une combinaison de deux idées qui ont mûri et grandi ensemble, cette volonté de découvrir et de s'aventurer hors de notre zone de confort. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus? Pour quelle chose vous réjouissez-vous à votre retour? Par exemple, des objets ou des choses simples de la vie ou autres? Pour moi, je crois que c'est assez simple, c'est la fondue très clairement. C'est ce qui me manque le plus. Après, c'est évident que ça fait bientôt 1 année qu'on est en route et il y a un manque au niveau de la famille, des amis, même si on est super bien ensemble. Mais je crois que c'est peut-être certainement les personnes. Pour ma part, du matériel, en toute sincérité, il me manque rien. C'est assez fou comment on peut réussir à s'en sortir, et je dirais même plus, à quand même avoir du plaisir avec le peu de choses qu'on a. Moi, c'est aussi beaucoup au niveau de la nourriture. Ça va déjà mieux maintenant en Argentine, mais avant, ce qui me manquait, du pain, du fromage, un petit café, de l'eau minérale gazeuse, non, j'ai pas, des trucs comme ça. Et comme tu as dit, naturellement, les amis, la famille et tout. Et moi, un peu plus quand même, au niveau du luxe, des fois, de juste simplement avoir une toilette qui fonctionne, d'avoir de l'eau chaude pour se doucher, d'avoir une douche. Et
ouais, un peu ce luxe là, des fois, ouais. Votre moment le plus dans le dur? Alors pour moi c'est clair, j'ai deux moments. Un moment c'était le Alto de la Linea en Colombie. Et là c'était plutôt la durée, qu'on était 10 heures sur le vélo. Il faisait froid, il y avait la pluie, le chemin il était horrible. Il y avait un orage à la fin du jour. Et on n'est que arrivé quand il faisait déjà sombre. Et ouais, ça c'était un des moments les plus durs. Et l'autre c'était en altitude au Pérou, à 4850 mètres, un col. Et là, il faut dire que moi je sentais un peu plus l'altitude et ouais, ça avait plus d'effet sur moi que sur Jérémy par exemple. Moi je faisais des allers-retours pour poser la caméra et, ouais. et être bien sûr qu'on enregistre tous ces moments avec un film. Non, c'est clair que ces moments durs que tu évoques, ils l'ont été aussi pour moi, parce que c'est dur au sens physique du terme. Mais par contre, moi, ce qui m'a le plus affecté durant ce voyage, et ça n'a rien à voir avec le vélo en fait, c'était notre attente de 2 semaines à Quito en Équateur, alors qu'on était sur le point de recevoir un paquet qu'on s'était fait envoyer par le papa de Marielle. On voulait simplement avoir un appareil photo et ça a pris des plombes pour passer la douane sous prétexte qu'ils avaient un manque de personnel à cause du Covid. Donc ça, moi j'y ai pas trop cru, j'ai surtout l'impression que c'est des problèmes de taxes et d'impôts. Et ça pour moi c'était dur d'être arrêté, alors que toute l'essence de notre voyage c'est quand même un petit peu d'avancer, de découvrir. Et ça, c'était un moment très difficile dont on n'avait pas le contrôle. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais, ça c'est vrai. Et en fait, les journées elles deviennent extrêmement longues et tu comptes un peu les heures, tu sais plus quoi regarder sur Netflix. Je pense qu'on le connaît un peu à cause des quarantaines maintenant, c'est un peu, ouais, mais en Suisse, un peu un sentiment comme ça, non? Ouais, mais en Suisse t'as les amis, tu peux aller voir quelqu'un, là t'es quand même un peu coincé. Ouais, ça c'est vrai. Et à l'opposé, quelle a été notre plus grande surprise durant tout ce voyage? Alors, on a la chance de voir tout le soutien des Argentins pendant qu'on roule, c'est quand même fantastique. Je crois que là, je vais commencer sur la surprise. Ouais. Alors, c'est clair que des surprises, il y en a quasiment tous les jours. Et à tout niveau. Et à tout niveau, que ce soit la gentillesse des gens, que ce soit au niveau de la beauté des paysages, que ce soit au niveau des expériences vécues, des choses qu'on apprend. C'est difficile de choisir une surprise particulière, mais moi ce qui me revient tout de suite en tête, et c'est ce qui définit pour moi le mot surprise au sens propre du terme, c'est lorsqu'on se baladait dans les rues de Madrid avec nos cartons pour emballer les vélos afin de les mettre dans l'avion. Et là, sur l'avenue principale, je vois au loin une tête que je connais. Et c'était Tim qui était là pour nous faire une surprise avant qu'on décolle et qu'on parte de l'Europe. Après, on a aussi vu Romain et on a partagé quelques jours ensemble. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment inattendu et une surprise au vrai sens du terme. Et pour moi, peut-être la plus grande surprise, où je l'espérais, mais c'est vrai que je suis assez fière que j'arrive à être si loin de la Suisse pendant si longtemps. Et ça, franchement, j'aurais pas pu le dire à 100% avant de partir si j'arrive à faire ça. Ouais, c'est une belle surprise. Et je crois, je sais pas si c'est une surprise, mais je suis contente que ça a fonctionné, ouais. Et après, toutes les surprises, comme tu le disais avant, les pays, comme l'Équateur, c'est une énorme surprise que ça nous a tellement plu. Et aussi maintenant l'Argentine, c'est une grosse surprise. Et ouais, non, il y a tout plein de surprises en fait. Est-ce que à des moments vous vous êtes dit, fais chier, on arrête tout et on rentre?
Alors, non, comme ça fort jamais. Et il faut peut-être un peu différencier au niveau sportif. Alors au niveau pédalé ou endurance ou comme ça, vraiment jamais. Et au niveau émotionnel, que les gens nous manquent, la Suisse nous manque, là quand même on avait, ou moi j'avais 2-3 moments faibles on va dire, mais jamais autant fort que j'aurais eu envie de tout jeter. Ouais, je partage vraiment ton opinion. On n'a jamais eu de doute, jamais cette forte envie de tout plaquer, parce que je crois qu'on est tellement conduit et dirigé par une force, une volonté de réussir. On adore ce qu'on fait en réalité, et je crois que ça pourrait s'apparenter à un tout petit peu ce qu'on pourrait retrouver dans une vie au quotidien. On passe évidemment par des hauts et des bas, mais on a un peu la sensation que s'il n'y avait pas des bas, on ne ressentirait pas aussi bien les hauts. Donc pour moi c'est quelque chose de normal, et comme Marielle le dit souvent, il faut passer par tous les états d'âme. Le voyage à vélo ou n'importe quelle expérience, c'est pas tout rose. Oui, il y a des moments plus durs, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de colère, des moments de frustration, et il faut passer par là pour vivre l'expérience complète. Mais jamais on a vraiment eu cette sensation de se dire « allez, on arrête, on rentre », parce qu'on est quand même assez fort et ça se passe dans la tête. Wo nehmt ihr immer wieder die Kraft her, weitere 1000 Kilometer unter die Räder und Beine zu holen? Ja, ich denke, wir sind beide sehr stark in einem Ding, und zwar, wenn wir ein Ziel haben, verfolgen wir das bis am Schluss. Ich glaube, in dem sind wir zwei recht stark. Ja. Das ist etwas, wo wir, ja, und es reizt uns wirklich, dort anzukommen. Es ist wie ein Magnet, bis auf Ushuaia runterzukommen. Und jeden Tag gibt es etwas Neues. Auch das ist unglaublich, wie wir wollen wirklich sehen und entdecken, was liegt oder gibt hinter dem nächsten Pass oder hinter der nächsten Kurve. Und das ist wirklich diese Entdeckung von etwas Neues. Ja. Ja. Und manchmal auch, eben, wenn du wie genug hast von etwas. Wenn zum Beispiel, also jetzt hier im Moment sind wir kilometerlang einfach so ein bisschen im Nichts am Fahren. Und wir freuen uns jetzt mega fest auf Mendoza und alles, was nachher kommt, weil es anders ist. Weil wir haben Lust, Neues zu entdecken. Ja. Und es kommt eben auch immer wieder Neues. Und ich glaube, das motiviert wie so in kleinen Schritten. Ja. Und aber im Ganzen gesehen, weil das ist ja schon ein Ziel von 1,5 Jahren, das ist ein riesiger Zeithorizont. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit in etwas investiert, also immer ins Gleiche investiert. Ja. Und ich glaube, dort sind wir schon sehr... Und wir wollen das einfach schaffen. Ja. Und wir freuen uns, das zu schaffen. Und das ganze Projekt ist, wie du gesagt hast, mehr als ein Jahr, eineinhalb Jahr. Und es ist unglaublich, wie wir bemerken, dass jeder Kilometer ist ein Kilometer mehr. Mhm. Und obwohl es nicht so sieht aus, als es viel wäre, zum Beispiel 60 Kilometer pro Tag, aber insgesamt sind fast 12.000 Kilometer, und das schaffen wir nur, wenn wir jeden Tag auf dem Fahrrad, auf dem Velo sind. Und jedes Mal, wenn wir drücken, wenn wir abdrücken, jedes Mal ist wichtig, weil ohne das, oder jedes Mal braucht es das. Ich weiß nicht, wenn man da draus kommt. Und es wird einfacher und einfacher. Am Anfang war es schwieriger für mich, weil, okay, wir haben jetzt 1.000 oder 2.000 Kilometer geschafft, aber es fehlt noch 12.000 oder so. Aber jetzt, dass wir mehr als Mittelpunkt erreicht haben, sieht es aus wie, jetzt können wir es machen. Und wir haben diese Kraft, diese Motivation,
innerhalb unserer Körper und das ist wirklich, wer wir sind, wie wir funktionieren. Wir werden es schaffen und das wollen wir unbedingt ohne oder Mittel erreichen. Ohne Bus, ohne Auto, ohne Flugzeug oder so. Ja, und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr uns mega motiviert. Also so, eben eure Fragen oder eure Kommentare zu unseren Videos oder wir merken irgendwie, dass so viele Leute mit uns mitleben. Ja. Und das ist auch sehr motivierend, muss ich sagen. Das hilft so viel, weil manchmal wir sind in unserer Routine, wir machen immer das Gleiche jeden Tag und es ist einfach so in unserem Herzen, dass wir fühlen uns wie beim jeden Tag und es ist nicht so einfach jeden Tag weiterzufahren und zu denken, wir leben etwas Unglaubliches, aber dank eure Kommentare und Hilfe sozusagen, denken wir immer, aber wir sind so glücklich hier zu sein. Wir erleben etwas ganz Spezielles, das nur einmal in unserem Leben passieren will. Und das ist immer eine sehr gute Erinnerung von eurer Seite. In diesem Sinne, merci vielmals! Ah, merci beaucoup. Quel est votre sentiment au niveau de la sécurité en général? C'est une question qui est revenue assez souvent d'ailleurs durant notre voyage de la part des gens qui nous rencontrent. Et je pense qu'il faut différencier plusieurs types de sécurité. Tout d'abord, je parlerai de la sécurité routière par rapport à tout le temps qu'on passe sur la route. On a vraiment la chance qu'il ne nous est rien arrivé. Ouais. Absolument aucun accident, absolument aucun gros moment de danger. Mais après, c'est clair qu'il y a des endroits où il faut faire plus attention que d'autres. Sur une année de voyage et quasiment 12 000 km, on passe par tout. Ça veut dire des quasiment autoroutes, des petits chemins de terre. Et à des moments, on se sent un peu plus en insécurité vis-à-vis du trafic parce que c'est un peu plus congestionné, il y a un peu plus de monde. Mais de manière générale, on n'a jamais eu de gros problèmes sur la route. Non. Et le deuxième, c'est plutôt l'aspect de la sécurité personnelle, comment on se sent dans la vie de tous les jours. Ouais, et là, on a quand même eu 2-3 vols, 2-3 petits vols. Ouais, 4. Il faut dire 4 vols. Et dont la plupart en Colombie et un en France. Et ouais, peut-être on peut encore un peu parler de ce petit proverbe de la Colombie qui s'appelle No dar papaya. Ça veut dire ne pas donner l'opportunité. Et on en a beaucoup discuté sur nos vélos et en fait on n'est pas d'accord avec cette phrase ou cette philosophie qu'ils ont en Colombie parce que ça fait que la victime en fait est coupable pour que tu t'es fait voler et on n'est pas d'accord avec ça parce que fondamentalement les petites choses qui nous sont arrivées, ça n'a jamais été du vol avec agression. Non. C'est des petits trucs. Un kawaii qui était sur le vélo, qu'on a laissé sans surveillance 2 secondes, paf, quelqu'un le prend. La sacoche de sel qui contient tous les petits outils, alors ça n'a aucune valeur presque, mais c'est tellement chiant parce qu'en fait on réfléchit à chaque pièce qu'on doit réparer, optimiser le poids, etc. Et de nouveau on nous le vole parce qu'on a une inattention, on ne pense pas que quelqu'un va venir décrocher ça du vélo. Et c'est no dar papaya, n'offre pas l'opportunité. Et ça c'est quand même un peu pénible parce qu'en fait on doit être tout le temps sur nos affaires et non, c'est simplement pas de vol tout court. Voilà. On ne s'est jamais senti en insécurité vis-à-vis de ça. Non. Mais c'est rageant. C'est rageant de se faire voler des choses. De la petite pacotille, hein, jamais d'agression. Mais je dirais en général, on s'est senti très bien par rapport à certains préjugés que les gens pourraient avoir vis-à-vis de l'Amérique du Sud. Et moi, je rajouterais vraiment une chose. On nous dit tout le temps de faire attention.
tout le temps. Faites attention à vous. Cuídense. C'est vraiment la phrase qu'on entend tous les jours. Et ben moi je peux te dire qu'on fait largement assez attention à nous et qu'on devrait peut-être retourner ça aux gens de faire attention à nous les cyclistes. Absolument. Et aussi encore un truc qui est très important à dire, on a l'impression qu'en Amérique du Sud, ils ne connaissent pas le système, que ce soit Ortlieb ou Vaude, nos marques de sacoches qu'on a en Europe. Et ben, ils ne connaissent pas comment décrocher les sacoches. Donc, on n'a vraiment jamais eu aucun souci avec ça. Non, jamais. Non. Mais par contre, on est ultra prudent. Ouais. Ça veut dire peut-être trop, mais c'est jamais trop. On ne lâche quasi jamais les vélos des yeux. Plus particulièrement dans le nord, en Colombie, en Équateur, on rentrait même dans les restaurants avec les vélos. On les faisait même rentrer dans la chambre. Ouais, et quand à l'hôtel, ils nous disaient que c'est pas possible de rentrer nos vélos dans la chambre, on a dit on va dans un autre hôtel. Mais oui, tout à fait. Et tout le temps le cadenas. Tout le temps le cadenas. Ouais. Si on est en tente, on accroche même une des lanières à la roue pour éviter que quelqu'un le tire. Non, on fait plus gaffe que ce qu'il faudrait, mais ça fait qu'on est toujours bien, en bonne santé et avec quasiment toutes nos affaires. Est-ce que vous avez pu garder le contact avec tous vos amis pendant cette année? Franchement, ouais. Et c'est ça la beauté de la technologie actuelle, c'est que c'est relativement facile. Je pense que c'est plutôt même l'inverse qu'il faudrait se poser comme question. Est-ce qu'on a réussi à trouver le bon équilibre pour vivre notre aventure et ne pas trop non plus rester ancré via les réseaux dans la Suisse qu'on connaît? Pour ma part, j'ai réussi à garder un contact que j'estime normal. Après, c'est toujours difficile de savoir ce que les autres pensent. Mais voilà, on fait des vidéos, on essaie de les partager pour garder un contact sans qu'on force la main aux gens en disant voilà, salut, comment ça va? Alors un petit coup de fil de temps en temps, un petit SMS pour savoir comment ça va. Et après, je crois que, en tout cas, mon entourage a été toujours habitué à ce que je bourlingue un petit peu à gauche, à droite. Et on sait qu'on se retrouve toujours, quoi qu'il arrive. Moi, je voulais aller aussi dans ça, que maintenant on a 30 ans et j'ai l'impression que les amitiés, on dit ça, les amitiés qu'on a, elles sont assez fortes que tu puisses partir une année et demie sans que tu te perds. En fait, tu sais que tu les aimes et que eux ils t'aiment et c'est tellement ancré, j'ai l'impression. Oui, et puis sans qu'il y ait de reproches non plus. Peut-être que l'exemple qui me vient en tête tout de suite là, c'est quand même d'avoir loupé le mariage de Jessica et Quentin, donc de mon frère et de sa femme désormais. Mais je crois que de chaque côté, on comprend l'autre. Nous, on avait nos plans, ils ont leurs plans. C'est pas du tout parce qu'on voulait pas être là. Bien au contraire, si on en parle encore aujourd'hui, c'est que ça nous a touchés. Mais ça fait partie des choses qu'on doit avoir dans nos compromis pour réussir l'aventure qu'on a entreprise. Also die nächste Frage ist auf Deutsch. Auf welche 3 Höhepunkte freut ihr euch am meisten auf eurer noch verbleibenden Strecke? Das kann ich ziemlich klar sagen. Ich freue mich auf das Skifahren. Etwa in einem Monat sollten wir am Skifahren sein, weil hier ist ja Winter. Ich freue mich mega auf die Carretera Austral. Das ist im Süden von Chile eine Straße, wo einfach unter den Veloreisenden oder mit dem TÜV oder mit dem Wohnwagen, alle die so unterwegs sind, ist das so ein bisschen das Ding, das man machen sollte. Und dann freue ich mich auch mega auf Ruta de los Siete Lagos in Argentinien, in der Nähe von Bariloche, weil es so ein bisschen an die Schweiz erinnert. Genau. Ja, und für mich es ist auch ziemlich gleich. Ich würde auch diese 3 Sachen erwähnen, aber ich möchte auch gerne
Ushuaia dazu hinzufügen. Ja. Ich weiß, dass obwohl das Endziel ist, freue ich mich schon darauf. Also das Ende der Welt entdecken und etwas ganz Besonderes zu besuchen. Vor welchen Herausforderungen eurer zukünftigen Reise habt ihr den größten Respekt? Also, ich habe viel Respekt vor dem Wind und das ist wirklich fast alles. Wir haben schon viel erlebt und ich habe überhaupt keine Angst davor, nicht der Kälte oder die Straße oder irgendetwas zu überleben oder was auch immer. Aber sonst ja, Wind ist wirklich etwas viel stärker hier und ja, ich vertraue einfach unsere Fähigkeiten und ich habe davor überhaupt keine Angst. Ja, ich bin mit dem einverstanden, ja auch nicht mega Respekt vor den Teilen, die kommen, weil die schwierigsten Sachen haben wir eigentlich hinter uns, oder das, was wir wissen, was schwierig ist. Und ja, wie der Jeremy sagt, es hat in Patagonien halt schon nochmal anders starke Winde als das, was wir bis jetzt hatten. Und da müssen wir einfach schauen und hoffen, dass sie Rückenwind oder dass wir Rückenwind haben. Genau. Combien de litres d'eau en moyenne par jour buvez-vous? C'est difficile de dire combien on boit de litres d'eau en moyenne par jour, mais ce qu'on sait c'est que entre les deux en moyenne on transporte environ 3 litres d'eau chaque jour sur les vélos. Après c'est évident qu'on en consomme un peu plus si on s'arrête en bord de route pour boire un café, pour manger une soupe le soir. Tout ça c'est évidemment du liquide qu'on ingurgite, mais on porte 3 litres d'eau en moyenne. Exactement. Et je dirais qu'on a bu beaucoup plus par exemple à la côte péruvienne comparé au altiplano où on a presque rien bu. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs en altitude, mais... Toi tu bois moins que moi, je bois assez. Jérémy boit beaucoup plus. On n'a pas dit combien on répartit ces 3 litres, j'en bois plus. Ouais. Mais c'est vrai que dans certaines zones, typiquement où c'est beaucoup plus chaud, plus aride, là ça nous arrive quand même de transporter une bouteille d'eau supplémentaire et on peut monter jusqu'à 8-9 litres, mais c'est pour avoir des autonomies de 1, 2, 3 jours maximum. Ouais. Et la prochaine question, elle concerne aussi l'eau. Est-ce qu'on a déjà été à court? Ouais. Ben non, on n'a jamais été à court d'eau. On a toujours réussi à s'en sortir grâce à une bonne planification, il faut quand même l'avouer. Et puis, on trouve toujours un peu de l'eau, que ce soit dans des sources naturelles un peu plus ici en Argentine, ou alors simplement dans un magasin, on peut acheter une bouteille même si c'est pas l'idéal avec le plastique. Exactement, j'ai rien à rajouter. Ouais. Voilà. C'est agréable de faire caca dans la nature. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plus agréable que de faire caca dans une toilette qui n'a pas d'eau après pour tirer ou qui est bouchée ou parce qu'on a déjà tout eu. Donc la nature franchement c'est le plus, comment tu dis ça, fiable. Ouais, ben c'est ça. En réalité, ça reste quelque chose de naturel. Et je pense qu'il est important de le rappeler qu'on emmène nos déchets. Alors ça veut dire le papier, soit on va le brûler avec un briquet, soit on va le mettre dans un sac plastique et on va le mettre dans la prochaine poubelle. Mais globalement, ça reste plus propre que dans certains lieux, on va dire, dédiés à ça. Exactement.
Die nächste ist perfekt für den heutigen Tag, für das Wetter hier. Da ist geschrieben worden, in der Schweiz ist es im Moment mehr als 30 Grad. Ihr trägt immer warme Kleider. Fehlt euch die Wärme? Gute Frage. Also, ich vermisse überhaupt gar nicht, weil ich den Moment lebe und ja klar, was man sieht heute, wir sind mit alle Kleidungen, aber das ist nicht unsere Reise im Ganz. Das ist heute in Argentinien, aber in Kolumbien war es unterschiedlich, war es ganz anders. Und was mir gefällt während dieser Reise ist wirklich, dass man kann alle Klima erleben. Und das gefällt mir sehr. Von Kälte nach Wärme und alles. Diese Sensationen sind unglaublich. Und auch einmal den Winter auf der Südhalbkugel zu erleben. Das ist für mich jetzt das erste Mal, für dich nicht, aber für mich ist das erste Mal und das ist schon noch speziell. Man versteht irgendwie viel mehr. Genau. Und was man auch noch sagen muss, wenn es dann einmal Sonne hat, weil wir noch nicht so weit im Süden sind, also irgendwie 27 Grad oder wie weit sind wir? 29. 29 Grad im Süden. Die Sonne ist schon sehr viel stärker als in der Schweiz. Also wenn sie mal da ist, dann ist es wirklich heiß. Genau. Deshalb, ich glaube nicht, dass wir die Wärme unbedingt sehr vermissen, oder? Nein, aber das war auch sehr, sehr extrem auf dem Salar de Uyuni mit minus 10 Grad. Das war wirklich etwas unglaublich zu erleben, einmal in meinem Leben und sehr, sehr speziell und auch ein Gefühl vom Überleben. Ja, also das war überhaupt kein Spaß, aber wirklich Überleben, das ist auch Teil des Abenteuers, denke ich. Par exemple, à moins 10 degrés, faut-il faire attention de ne pas mourir de froid en dormant? Bon, c'est vrai qu'on a certainement eu une, voire plusieurs nuits à moins 10 degrés, notamment sur les hauts plateaux boliviens. Et je pense que c'est à ça que cette question fait référence. On ne sait pas exactement si c'était moins 10, peut-être un peu plus, un peu moins, mais globalement c'était effectivement très très froid et c'est ce que nos applications météo indiquaient, moins 10. Et aussi ce que les gens disaient. Ouais, les locaux. Les locaux de ces endroits. Ouais. Et ben c'est clair qu'on a pris tout plein de choses avec, des couches chaudes, on s'est préparé pour ça, on a mis plusieurs couches sur le sol parce que non seulement le sac de couchage est important, aussi l'isolation du sol est hyper importante, surtout sur le salar, parce que le sel c'est une matière qui est froide, qui conduit pas la chaleur. Conduit pas la chaleur, exactement, c'est ça. Et il faut vraiment regarder que tu as une bonne isolation pour dormir. On a bien fait attention à ça, mais j'aimerais vraiment bien encore raconter ce moment. Quand on était sur le salar, on a mis la tente. Il était, je pense, 6h30, un quart d'heure comme ça avant que le soleil se couche. Et t'es là. Il se couche à 6h. Ah mais ouais, ok. Bah n'importe. T'es là, t'as mis ta tente, t'as tout installé, t'as pas de réseau. Et en fait, tu t'as pas de choix que d'aller en avant dans ta tente, dans le sac de couchage et regarder ce qui va se passer parce que tu peux plus sortir de c'est ça le sentiment. C'est ça le sentiment. La peur de mourir de froid, elle est toujours là. Mais concrètement, à moins 10, avec le matériel qu'on a, pas du tout. Je me rappelle encore aussi de cette nuit un petit peu avant le Salar, près d'un cratère où une personne, je pense un paysan est venu vers nous pour s'assurer qu'on allait bien, comme beaucoup de gens faisaient, parce que d'après tous les locaux, on allait mourir de froid avec ces températures. Et lui, c'est le seul
qui a eu l'opportunité de voir notre système. Donc avec une bonne tente, avec une couverture de survie qu'on a mis, des bons matelas isolants, un sac de couchage qui va jusqu'à -5, -7 degrés, des habits thermiques pour nous préserver de la chaleur, même une bouillotte. Donc on a fait bouillir de l'eau qu'on a mis dans une bouteille pour les mettre au pied. On était vachement bien équipés avec du matériel technique quand même qui est d'excellente qualité. Donc on était préparé à du -10. Ça faisait partie des scénarios. -20, -25, là je réfléchirais encore un petit peu. Tu as dit nos sacs de couchage jusqu'à -5, -7, Ouais. mais ça c'est le confort. Ouais. Genre, il y avait aussi les chiffres ouais. de -25. Oui. Tu peux survivre jusqu'à -25. Donc, Donc on n'était pas dans une question de survie. Non. On a dormi. À -10, on a vraiment fermé les yeux. On a eu des phases de sommeil. On n'était pas réveillé à se tenir chaud. On a dormi. C'était un sommeil pas des plus régénérateurs, mais quand même. Et ça, c'est quand même impressionnant de vivre des 30-40 degrés d'un côté durant le voyage et des -10, -12 d'un autre. Mais je crois que le sentiment que tu évoquais plus tôt, c'est celui-là le pire. C'est que malgré toutes les armes qu'on met de notre côté, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et de 6h le soir à 7h le matin, c'est la nuit. Et ton seul sauveur, c'est le soleil qui va se lever le lendemain. Et c'est long. Combien de culottes avez-vous? Tu veux que je réponde? On a 6 au total par personne. Et on les lave régulièrement. Personnellement, j'ai dû en changer 2. Ce qui fait que j'en ai toujours 6, mais 2 sont différentes du début du voyage à cause de trous qui étaient plutôt mal placés, disons-le. Et moi, j'ai dû échanger une paire aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a du matos qui était un mauvais achat au départ de l'aventure? Alors, non. On s'est extrêmement bien préparé et on peut dire ça maintenant, d'un point de vue de maintenant, parce qu'on se sentait pas du tout prêt quand on partait, mais maintenant on peut dire qu'on a bien testé les choses, on a bien... Jérémy il a fait des recherches pendant des heures sur internet, comparer les choses qu'il y avait. On est vraiment très content, il y a quasi rien qu'on a dû envoyer à la maison ou laisser à quelque part ou échanger. Non, je crois que tu l'as bien dit, c'était une préparation ultra importante et il ne faut jamais la négliger. On a passé beaucoup de temps à étudier des voyages d'autres personnes, à lire des blogs et à nous renseigner sur les différents extrêmes qu'on pourrait rencontrer. Et en fonction de ça, on s'est préparé en conséquence. On s'est dit voilà, on va rencontrer du très froid, du très chaud, du très venteux, du très humide, du très sec. Et on a acheté et surtout testé le matériel avant. C'est clair qu'on ne peut jamais partir complètement sûr, mais on était plutôt bien. Après c'est clair, il y a toujours des moments, des sections de trajet. Moi je me rappelle peut-être des longs bouts de droite panaméricaine au Pérou avec un trafic de malades, où j'aurais bien voulu avoir un rétroviseur. Ou peut-être dans l'autre sens, on transporte un panneau solaire qui en réalité est plus du luxe qu'autre chose. On l'utilise pas vraiment. Mais autrement, vraiment une bonne préparation de manière générale. Et on a racheté des chaussures plus chaudes et autre chose. Non, mais c'était à l'approche des zones froides et humides. Comme ça, on n'a pas dû transporter ça en Colombie, en Équateur où il faisait plutôt chaud et aussi en Europe. Quel était le prix de base du matériel et le budget mensuel? Et je te laisse la parole, amant de tabelles, Excel et banquier. Ouais, c'est vrai que sur cet aspect-là, je me suis quand même bien occupé. Là, en toute franchise, j'ai pas exactement le prix d'investissement de base, mais on va s'arranger pour l'afficher dans la vidéo.
que ce soit le vélo et le matériel de camping. Je crois qu'il faut quand même savoir que de manière générale, on n'a pas du tout acheté parce qu'on aime beaucoup utiliser les choses multisports. C'est-à-dire que c'est des pantalons qu'on utilise déjà pour la randonnée, pour le ski, pour la course à pied. Les vestes, enfin tout ce qui est campement, habillement, etc. C'est des choses qu'on utilise déjà dans d'autres activités. Après, on a racheté du matériel de pointe, peut-être plus spécifique pour justement affronter ces conditions extrêmes, mais de manière générale, on n'a pas du tout acheté. En termes de budget mensuel, ça varie assez fortement en fonction des visites, en fonction des pays, des coûts de la vie. Mais pour donner une idée très globale, la vie nous coûte à deux entre 1000 et 1600 francs par mois, tout compris, logement, nourriture, loisirs, réparation de vélo, etc. Donc ça varie énormément, mais je crois le plus important c'est que là on ne mentionne que les coûts qui sont attenants au voyage. Après à côté on a toujours une assurance maladie, on a toujours des impôts et des autres petites choses qui au final s'accumulent à payer pour la Suisse. Ouais. Est-ce que vous échangeriez votre vélo contre un vélo électrique? Alors moi clairement non. Moi non plus. C'est tellement beau de pouvoir dire que tu as tout fait avec ta propre force et franchement je crois que ça serait aussi très difficile à le charger dans certains pays ici. Ouais, ça impliquerait vraiment énormément de logistique en plus. Ouais. Mais je crois que même pas ça, simplement on a le côté aventurier sportif qui est très très ancré en nous. Même si en ce moment-là on est en train de répondre aux questions dans une petite montée, donc on sent peut-être l'essoufflement, mais c'est tellement beau. Par rapport à votre vie d'avant, qu'est-ce que vous changeriez dans votre quotidien en Suisse? Des choses que vous n'aimeriez plus faire ou au contraire, des choses que vous aimeriez rajouter? Alors, moi, dans ma vie, j'ai toujours un peu le problème, c'est pas un problème, mais ouais, que j'ai trop de choses que j'aime faire. Et c'est clair que là, j'ai extrêmement beaucoup de temps à réfléchir sur quelles choses m'apportent vraiment de la joie, quelles choses me font du bien et quelles choses je les fais peut-être plutôt parce que la société nous dicte qu'il faut les faire ou ouais. Et je crois qu'il y a juste un truc que je suis très sûre que j'ai plus envie de faire ça et ça concerne les scouts. J'ai adoré faire ces cours, alors donner des formations pour les scouts, mais je remarque que ça a quand même pris beaucoup de force, beaucoup de temps pour préparer ces choses, beaucoup de séances et je pense que j'aimerais bien changer ça et c'était un bon moment de faire ce cut avant de partir et ouais, ça c'est le seul truc que je suis très sûre et le reste à voir. Bah, c'est une excellente question. Après, je crois qu'on le dit souvent pour notre voyage, on ne fuit de rien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. On ne cherche pas à, en tout cas au départ de cette aventure, on n'a pas cherché à fuir une vie qui ne nous plaisait pas ou de chercher un Eldorado qu'on n'avait pas. Fondamentalement, ce qu'on est en train d'effectuer là, c'est pas une parenthèse dans notre vie, c'est un chapitre qui fait partie de notre vie. Alors j'ai tendance à dire que on rentrera les mêmes mais changés. Alors pour répondre plus concrètement à la question, il n'y a pas grand chose que j'ai envie de changer.
j'étais déjà très, très épanoui avec le sport, avec le travail, avec les amis, la famille. Je crois que si je devais vraiment mentionner une chose, ce serait surtout d'être un peu plus facile, d'être un peu plus spontané et peut-être de moins se prendre la tête et moins s'énerver. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a appris surtout en Amérique du Sud, c'est la résilience des gens. Il n'y a rien qui va, mais il y a toujours une solution. Ouais. Et souvent en Suisse, il y a peu de choses qui vont pas, mais on s'énerve. Et je sais pas combien de temps ça durera, mais j'ai bien envie de la porter en Suisse, cette mentalité. Est-ce que vous vous réjouissez de reprendre le travail une fois, ou bien est-ce que vous appréhendez? Moi, je peux dire pour moi que déjà 1 mois après qu'on est parti de la Suisse, je me réjouissais déjà de reprendre mon travail. Je remarque extrêmement fort comme j'adore mon travail et j'aimerais absolument rien changer. Et ouais, là, alors oui, je me réjouis fortement de reprendre le travail. Pour moi, c'est différent, j'ai pas ce sentiment. Alors, j'ai déjà la chance de pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique, ce qui me garantit d'une certaine manière, même si ce n'est pas fixe, d'avoir un retour qui est programmé au 1er février 2023. Mais mis à part ça, j'aime ce que je fais, mais je crois qu'avant tout, j'aime vraiment ce que je fais dans chaque moment. Quand je suis au travail, j'aime ça. Quand je suis ici, j'aime ça. Et oui, des fois, j'ai des pensées pour le futur, mais je crois qu'avant tout, je profite à fond de maintenant. C'est aussi une école de vie, c'est aussi un apprentissage. On rentrera avec d'autres connaissances, avec une nouvelle langue. Moi, je ne parlais pas un mot d'espagnol avant, et c'est une compétence supplémentaire. Donc, non, je me réjouis pas, mais j'appréhende pas non plus. Peut-être plus d'appréhension que de réjouissance. Alors maintenant que Jérémy il m'a expliqué la signification du mot appréhension, je dois quand même dire que clairement j'ai des pensées comme est-ce que j'arrive encore à faire ça? Est-ce que pendant 1 année et demie il y avait tellement de changements dans l'éducation, ou comment dire? Yes. Dans l'éducation que je sais peut-être plus, ou je suis plus à jour, ou ouais, c'est clair que je me fais que j'ai des pensées comme ça, mais je sais que je suis au bon endroit et que j'ai envie de faire cette profession. Mais ouais, c'est clair que je vais devoir rattraper peut-être des choses, ça c'est clair. Est-ce que des gens que vous avez rencontrés se sont déjà annoncés pour venir vous trouver en Suisse et dormir chez vous? Alors les gens qu'on rencontre ici, les gens des pays, souvent c'est un peu, tu dis ouais li nou, et après il n'y a rien qui reste, ça fait un peu plouf et c'est loin, ce qui est normal. Donc de ces gens non, mais on a rencontré des autres voyageurs à vélo, et là je suis assez sûre qu'on va se revoir et faire peut-être une petite réunion de temps en temps, que ce soit dans la neige, en pot, ou Ouais, je crois que pour compléter un peu ce que Marielle elle dit, surtout en Amérique du Sud, il y a quand même quelque chose qui est assez prononcé, c'est que les gens locaux qu'on rencontre, c'est un peu plus superficiel. Il y a beaucoup de promesses, mais il y en a peu qui sont tenues. C'est pas méchant, c'est juste une autre façon de voir les choses. Et on nous a souvent dit on viendra en Suisse, on vous verra. Alors on refuse rien. Non. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sincère avec les autres voyageurs, où là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a peut-être un lien qui s'est créé. Alors, la prochaine question concerne l'eau.